Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue dans un nouveau podcast Tribu de Radio Ma'arif. Nous sommes très heureux d'accueillir quelqu'un qu'on n'a plus besoin de présenter. C'est Ahmed Skounti, bienvenue. Bonjour Sereda, bonjour aux éditeurs de Radio Ma'arif. Alors, c'est pas la peine de te présenter parce que tu fais partie de la famille Radio Ma'arif, famille de spécialistes passionnés et enthousiastes qui répondent à nos convocations avec rapidité. Parce qu'on a beaucoup de questions à leur poser et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Comment ça va ? Très bien. Alors, en fait, l'idée de ce podcast a démarré par un article que tu as signé. J'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « L'hospitalité berbère ». L'hospitalité berbère, alors dit comme ça, on dirait un slogan touristique ou le nom d'un riad pour les voyageurs étrangers. Mais pas du tout. C'est un document super intéressant sur lequel j'ai voulu t'interroger. Alors, qu'est-ce que l'hospitalité berbère en réalité, est-ce que c'est tu le décris, toi, dans ton introduction, comme un mélange de sacré, d'obligation, de volonté de se conformer à un idéal social. C'est bien ça ? Oui, absolument. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que l'expression est entre guillemets, parce que ça peut être assimilé à un slogan touristique, ce qu'il est aussi devenu, par la force des choses, à partir du XXe siècle. Mais ce qu'on n'entend pas... D'abord, il faut définir le mot hospitalité, je crois. Oui, et le mot berbère. Et le mot berbère. Alors, hospitalité, j'aime bien une définition que j'emprunte à un anthropologue français qui s'appelle Michel Agier, qui dit que l'hospitalité est le geste par lequel je dis à celui que je reçois, tu n'es pas mon ennemi. Donc, l'hospitalité, c'est un acte par lequel on accueille quelqu'un de manière différente selon les cultures et selon les sociétés et selon les époques également. Mais c'est le fait d'accueillir quelqu'un et de le considérer comme un hôte, voilà, qu'on reçoit pour un moment, et on fait en sorte que son séjour, quelle qu'en soit la longueur, se passe dans les meilleures conditions. Alors pourquoi tu parles d'hospitalité berbère ? Parce que cet article ne traite pas de l'hospitalité en général. Il traite de l'hospitalité berbère et le sous-titre, c'est « Prolongement d'un récit gellnerien ». Alors Gellner, c'est un anthropologue britannique qui a séjourné au Maroc à la fin des années 50, début des années 60, au tournant entre le protectorat et l'indépendance. Et il est allé à Zaouïta Hansal, dans le Haut-Atlas central. Zaouïta Hansal se trouve dans le Haut-Atlas central, du côté des Yvelines, par là. Et donc, il a séjourné pendant un certain nombre d'années et il a fait sa thèse, il a fait une enquête très approfondie sur les communautés d'Hansal qui sont des Shorfa idrissides alliés aux pasteurs Aïtata qui viennent du Sahara en transhumance pour passer l'été dans les pâturages d'altitude à proximité. Et il est connu pour avoir développé une théorie qui s'appelle la segmentarité, en tout cas pour l'avoir appliquée au Maroc, une théorie qui s'appelle la segmentarité, qui est basée sur une conception de la société en cercle concentrique, à partir de l'individu vers des communautés qui sont emboîtées les unes dans les autres, ou qui est également conçue comme un arbre généalogique avec un ancêtre commun, mythique ou réel, à partir duquel se sont constituées les fractions, les sous-fractions, les lignages qui composent une entité tribale. Donc il a développé toute une théorie dans un livre qui s'intitule Saints of the Atlas, qui a été traduit en français sous le titre Les Saints de l'Atlas, qui est un des textes importants sur la société marocaine. Et donc dans ce livre, Gellner a parlé dans un passage de l'hospitalité. Et c'est le point de départ de cet article que j'ai écrit il y a plusieurs années déjà. Et cela m'a permis de partir du récit qu'il a rapporté pour essayer de réfléchir un peu sur cette catégorie qu'on appelle l'hospitalité. Alors, on ne va pas expliquer aux auditeurs de Radio Ma'arif qu'est-ce que l'hospitalité berbère ou même marocaine. C'est quelque chose que tous les visiteurs mettent en avant. C'est quelque chose que vous pouvez même, à la limite, vérifier vous-même si vous voyagez dans le pays. La première chose qui a attiré mon attention, c'est la présence de mythes. Il y a beaucoup de mythes
qui obéissent à peu près à la même forme générale, c'est-à-dire quelqu'un qui est un homme ou une femme qui n'a pas grand-chose, reçoit un visiteur et se plie en quatre pour l'accueillir dignement, sacrifie son maigre bien pour lui offrir un dîner ou le gîte, et ce visiteur qui est habillé en haillon, qui a l'air d'être un miséreux, se révèle être soit un être surnaturel, soit un homme très riche et qui va récompenser largement l'effort qu'a fait la dame ou l'homme qui l'a reçu, qui a fait ce geste de façon désintéressée, qui va se retrouver récompensé par ce geste, par cet hôte qui se révèle bien plus important que prévu. Alors on retrouve un de ces mythes-là, tu les racontes dans ton article. Oui, tout à fait. C'est justement le récit qui a été rapporté par Gellner. Il se passe dans une région que je connais très bien qui s'appelle Imdras, du côté de Msmrir, dans le haut d'Hadès, toujours dans le haut Atlas, mais cette fois-ci sur le versant sud, le versant méridional. Et donc, Gellner nous raconte qu'un homme d'un lignage saint de Tazari, dont le Sahara, était arrivé parmi les Aït Marhat de l'Imdras, donc de ce village, et personne ne voulait le recevoir. Voilà, il était là, probablement se présentant comme un Begin Rabbi, c'est-à-dire l'hôte de Dieu, c'est comme ça qu'on se présente quand on est étranger. Mais personne ne veut le recevoir, sauf cette femme qui s'appelle Louhou, qui l'invita chez elle. Elle sacrifia un mouton en son honneur, et donc il lui prépare un dîner copieux. Voilà, donc il passe la nuit chez elle, et le lendemain, cet homme qui s'avère être un saint homme, du nom de Sidi Abdelrahman, eh bien il dit à Louhou de lui apporter la peau de l'animal qui a été sacrifié, donc ce mouton. Il prend un bâton, il frappe la peau, et le mouton se met debout, à la surprise de Louhou qui n'en revient pas, qui voit que finalement l'agneau qu'il a sacrifié est revenu à la vie entier. Et il découvre par la même occasion qu'il a affaire non pas à un homme ordinaire, mais clairement à un saint homme. Et d'ailleurs, cette histoire comporte deux dimensions importantes, à la fois la dimension de l'hospitalité, bien entendu, j'y reviendrai, mais aussi la dimension de la sacralité ou de la sainteté. Il faut un miracle pour qu'un saint advienne. Pour que les gens disent d'un homme ou d'une femme qu'il est un saint ou une sainte, il faut qu'il accomplisse un miracle. Et là, on voit, clairement... Il faut un saint pour qu'un miracle advienne, en fait, c'est ça là. Il faut un miracle pour qu'un saint advienne. D'abord, c'est un homme ordinaire, comme ici c'était Abdelrahman, c'est un homme ordinaire qui est là, qui ne trouve personne pour l'accueillir, sauf cette dame qui décide enfin de l'inviter chez elle. Et pour qu'il devienne un saint, il lui faut accomplir le miracle, et c'est exactement ce qu'il fait, avec cette histoire de peau de mouton qu'il frappe, et le mouton se dresse sur ses quatre pattes. Et donc, on a là un miracle comme les saints savent faire, et ce sont ces miracles qui leur permettent de passer de l'anonymat à la reconnaissance, c'est-à-dire du statut d'une personne ordinaire au statut d'un saint homme ou d'une sainte femme. Et c'est exactement ce qu'il accomplit ici. Alors la deuxième dimension qui nous intéresse particulièrement ici, dans le cadre de ce podcast, c'est la dimension de l'hospitalité dans cette histoire. Alors, ce qui est intéressant à relever ici, c'est que l'histoire nous dit il ne faut jamais se fier aux apparences. Voilà un homme qui arrive, que tout le monde regarde un peu de manière curieuse, mais personne parmi les villageois ne daigne l'inviter, sauf cette dame, et qui s'avère être un saint homme. Donc en fait, cette histoire nous dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences, que derrière un homme ordinaire peut se cacher un saint homme. Et donc, il faut toujours partir de la bonne intention d'accorder l'hospitalité. Voilà, ensuite, on verra bien ce qui peut se passer, mais il faut accorder l'hospitalité. Voilà, c'est ça qui nous dit cette histoire. Il faut être dans ce devoir d'accorder l'hospitalité, notamment quand on a affaire à un inconnu qui n'a pas où aller, qui ne connaît personne dans ce village. Donc, il faut lui accorder l'hospitalité et le bénéfice du doute. Voilà, jusqu'à ce qu'on sache exactement ce qu'il en est. Si c'était une fable de La Fontaine, elle aurait ça effectivement comme morale, voilà, ne pas juger sur les apparences et du coup étendre l'hospitalité à tout le monde, quel que soit le statut qu'on lui accorde au premier regard. Mais il n'y a pas que l'hospitalité d'une dame, il y a également dans ton article quelque chose que je découvre, c'est l'hospitalité collective. C'est-à-dire que j'apprends là qu'il y a une façon de recevoir les invités qui relève de la collectivité,
où on va mettre les ressources en commun, on va faire un tour des foyers pour récupérer, je sais pas moi, la semoule ou bien de la viande. Et chaque foyer va participer parce que c'est l'image un peu de la collectivité qui reçoit et c'est la collectivité qui doit faire l'effort parce que c'est, encore une fois, le mujahideen là, quoi, c'est ça. Absolument. Alors, cet article m'avait permis d'identifier un certain nombre de types. Parce que quand on parle d'hospitalité en général, on a tendance à croire qu'il s'agit d'un acte uniforme. Mais en vérité, il peut prendre des formes très diverses selon les sociétés et les cultures. Et dans cette recherche que j'avais effectuée à ce moment-là, j'avais identifié un certain nombre de types d'hospitalité, dont celle-ci, l'hospitalité communautaire. Et en fait, on la retrouve un peu partout au Maroc. Et elle consiste à faire de l'hospitalité un devoir de la communauté. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que cette forme communautaire se retrouve y compris dans l'architecture. Dans beaucoup de villages, notamment les villages fortifiés dans le sud, dans les régions des oasis, il y a une chambre d'invités qui est spécialement dédiée à la réception des personnes qui ne sont pas connues au village, qui sont accueillies pour passer la nuit. Alors ils passent la nuit dans cette chambre réservée par la communauté et il va prendre son dîner à tour de rôle chez les habitants du village. Et cette forme existe également chez les nomades. C'est celle-là en particulier que j'ai décrit dans cet article. Et ça m'avait été raconté par un monsieur qui s'appelle Hamou Saïd, un sédentarisé des États-Unis, qui me racontait comment il faisait dans le Haut-Atlas en été, lorsqu'il recevait des invités de marque. Et donc, ils agissaient en communauté. Et ils participaient ensemble, en fournissant les ingrédients, les aliments, et également en les préparant ensemble. Les femmes préparent ce qui a été rassemblé par les hommes. Chacun donne une quantité de nourriture et tout cela est préparé par la communauté pour bien recevoir les invités. Donc on a là, à la fois chez les sédentaires et chez les nomades, une forme communautaire, l'hospitalité. Alors, c'est une preuve d'un certain égalitarisme, en vérité, de ces sociétés. C'est-à-dire que on ne va pas à la fois ni ruiner un membre de la communauté en l'obligeant à recevoir seul l'invité, ni permettre aussi à des personnes de profiter de la réception des invités pour se faire une place qui dépasse celle des autres. Oui, il y a les deux aspects. Exactement. Et dans le cas où, chez les sédentaires, l'invité est reçu de manière collective, comme j'ai dit, il passe la nuit dans la chambre communautaire et il est reçu à tour de rôle par les habitants du village. C'est une sorte d'hôtel gratuit, en fait. Oui, et personne ne se sent lésé. Voilà. Dans le business model du tourisme. Avant l'heure. Ça n'aurait pas fonctionné. Ah, oui. Ça n'aurait pas fonctionné. Moi, il y a quelque chose qui est drôle, qui est franchement drôle. Et d'ailleurs, on y avait consacré un podcast avec Mustafa Khadeli. C'est une sorte de... Tu cites une sorte de code pénal d'un Qsar du Sud. Je vous invite à aller chercher le podcast de Khadeli qui en parle. On est rentré dans le détail des 400 articles. Je crois qu'il y a 400 articles à peu près. Le Qsar, il se trouve où d'ailleurs? Dans Tafillet, c'est bien ça? Dans Tafillet. Et on explique, alors là, l'hospitalité est obligatoire et légale, puisqu'on dit quiconque refuse de donner l'hospitalité à son hôte dit mouzouna. Bon, alors, je ne sais pas très bien. Et en plus, il doit l'héberger. Je ne sais pas très bien comment il va faire pour héberger quelqu'un. Mais ce qui est drôle, c'est pas ça. C'est qu'à moins qu'un habitant du Qsar vienne trouver le shir et jurer devant lui avoir été laissé sans dîner dans le Qsar de ses invités. C'est-à-dire qu'ils viennent jurer qu'il a été mal reçu. À ce moment-là, on peut lui rendre l'appareil. Alors déjà, moi, ce que j'adore dans cet article, c'est d'avoir été laissé sans dîner, c'est-à-dire ce qui est une offense. Une offense encore aujourd'hui, dans beaucoup de familles. Et là, on est à quelle période là? À quel moment cet article est écrit? Oui, alors tu fais référence à la Ta'qit de l'Gara. Ta'qit, c'est le recueil de droits. En fait, c'est la loi communautaire de ce Qsar qui s'appelle Gara, qui se trouve au Tafilel,
qui a été étudié de manière approfondie par Feu Al-Arabi Mzin, un historien très connu. Et donc, dans son livre Le Tafilal, Contribution à l'histoire du Maroc au XVIe et XVIIe siècle, il consacre, il rapporte ce recueil de droits de cette Ta'aqet de l'Gara, dans laquelle j'ai pu retrouver des articles très intéressants. Effectivement, il y a celui-là que tu as cité. Celui que tu as cité, en fait, c'est l'article 21 de l'Azrf des Zayt Ouziem du Hogir. Donc, on n'est pas à Al-Gara ici. Tu l'as cité, quiconque refuse de donner l'hospitalité à son hôte dit Mouzouna. La Mouzouna, c'est une division de la monnaie marocaine qui vaut un quart de dirham. De plus, il sera tenu de l'héberger. Donc là, on voit bien, il y a chez les gens du Hogir, c'est dans l'oriental, on voit bien que le refus de l'hospitalité est sanctionné par la communauté. Alors, dans la Ta'aqet, au recueil de droits de l'Gara, il y a aussi des dispositions réglementaires qui concernent l'hospitalité. Par exemple, l'article 71, les invités sont à la charge de la Qabila, tribu. Donc là, l'article 71 est très clair. Les invités sont reçus par la communauté tribale, à moins qu'un habitant du Qsar vienne trouver le cheikh et jurer devant lui avoir été laissé sans dîner dans l'orcelle de ses invités. Effectivement, c'est cet article que tu as cité. Et le refus de l'hospitalité doit être argumenté. On ne peut pas ne pas recevoir un invité. Il faut prouver que cet invité-là, ce monsieur qui se présente pour être pris en charge, n'a pas reçu quelqu'un de la tribu lorsqu'il était chez eux à un moment donné. Donc il faut le prouver. À ce moment-là, on accepte que l'hospitalité ne soit pas accordée. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce bout de podcast, c'est le podcast numéro 223 de Radio Ma'arif qui s'appelle Accords tribaux et organisation d'Aqsa, où on passe en revue avec Moustapha Qadhi les différents articles qui relèvent de tout, qui relèvent de la collecte des ordures, de la gestion du bruit. C'est très complet, c'est très intéressant. Et comme c'est ancien, ça éclaire d'un œil étonnant parfois le quotidien de nos ancêtres, pour des Marocains comme nous qui avons les idées un peu floues sur comment on vivait avant. Alors on a parlé du mythe, on a parlé de l'usage, on a parlé du juridique, on a parlé de l'hospitalité collective. Je voudrais vraiment que tu nous dises quelques mots sur la figure centrale de cette hospitalité, j'ai envie de dire l'objet ou l'aliment ou la boisson qui revient quand on est dans ce thème-là, c'est le thé. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le symbole de ça ? C'est-à-dire c'est ce qui est même mis en avant dans les productions touristiques, c'est le thé offert. Oui, les nourritures de l'hospitalité sont très diverses selon les sociétés et les cultures. Elles dépendent de la figure de l'invité ou de l'hôte. Bien entendu, on ne reçoit pas tout le monde de la même manière. Il y a une sorte d'hiérarchie ou d'hiérarchisation des invités selon leur statut, selon leur position sociale. Il y a une différence entre l'hôte qui est invité pour être reçu par la communauté et l'invité qui se présente de manière tout à fait spontanée et inattendue. Donc, selon les cas, la nourriture ou l'aliment ou les aliments qui sont présentés peuvent bien entendu différer. Cela va aller du sacrifice d'une bête jusqu'à un verre de thé ou un morceau de pain, pour faire simple. Et entre les deux, il y a tout un éventail large de possibilités. Alors, bien entendu, il y a cette boisson qui est le thé, qui est très liée à l'hospitalité. Et d'ailleurs, elle est mise en avant aujourd'hui, comme tu as dit, lorsqu'il s'agit de parler, par exemple, de l'hospitalité marocaine. On peut dire que son emblème principal est le thé. Il faut quand même rappeler qu'il fut un temps où le thé était haram. Absolument. C'est ça justement qui est curieux. Comment une boisson qui, finalement, quand on regarde l'histoire, a pris place dans la culture marocaine relativement tardivement, est devenue l'emblème de l'hospitalité. Alors que jusqu'au 19e siècle, elle était encore discutée par les fuqaha pour savoir si elle est halal ou haram, si elle est licite ou illicite. Et il suffit de revenir au livre qui a été consacré par Abd al-Ahad Sibti et Abdelrahman al-Khassasi à cette boisson, Min al-Shay ila al-Atay, al-Aada wa al-Tarikh, c'est comme ça qu'il est intitulé. Et donc dans ce livre, ils ont rapporté des textes sur le thé, et y compris la discussion parmi
les fuqaha pour savoir si elle est licite ou illicite, qui a continué jusqu'au XIXe siècle. Et par la suite, le thé a été une boisson élitiste, éminemment élitiste. Donc vraiment une élite citadine, puis rurale, avait accès au thé et au sucre. Et c'est seulement à partir de la première moitié du XXe siècle que sa généralisation progressive va avoir lieu au Maroc. Et donc, c'est assez étonnant de voir une boisson qui s'est installée de manière progressive et qui est relativement récente, voilà, s'installer comme ça au cœur de ce dispositif de l'hospitalité. C'est assez curieux. Ouais, c'est la remontada du thé, quoi. Absolument. Et d'ailleurs, on ne pourra pas trouver mieux, plus parlant pour illustrer ce symbole que Senia, hein, puisque c'est pas seulement le thé, c'est les ustensiles qui servent à le préparer, qui a donné ce morceau de Nesriwan que tout le monde connaît, et qui automatiquement dans la tête des gens invoque la convivialité, le partage, l'hospitalité, et tout ça en même temps, quoi. Oui, absolument. L'hospitalité est traitée dans la littérature, dans toutes les formes de littérature. Le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, de Abdelahad Sefti Abdelrahman Al-Khassassi sur le thé, contient des textes remarquables sur le thé, en amazigh, en derija, en arabe classique, dans la poésie du Melhoun, dans les proverbes, toutes les formes de la littérature orale qui traitent de cette question. Et le thé est très central dans la pratique de l'hospitalité. Et il est central parce que c'est la boisson qui est présentée de manière, je peux dire, spontanée à l'invité, quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit le moment, on peut vous en présenter à longueur de journée. Et donc, il occupe une place centrale dans ce dispositif de l'hospitalité. Il faudra d'ailleurs, parenthèse, qu'on aille demander au professeur Sefti de venir nous parler de ça et de revenir dans notre podcast. Il fait partie des nouveaux invités de cette dernière saison. Très content de pouvoir compter sur lui. On attend ce serait vraiment super qu'il revienne. Est-ce que tu nous as parlé, toi, de nomadisme dans un autre podcast? Est-ce que cette tradition, cette convention sociale, cette sacralité de l'hospitalité, est-ce qu'elle est mise en danger est-ce qu'elle disparaît avec la sédentarisation? Est-ce qu'elle disparaît avec la modernisation? Est-ce qu'elle disparaît avec, je ne vais pas dire la pression économique, parce que la pression économique a toujours existé dans l'histoire du Maroc. Est-ce qu'il y a des choses qui menacent cette tradition? Oui, certainement. La vie moderne peut ne pas être tout à fait compatible avec la pratique de l'hospitalité telle que nous l'avons connue jusqu'au XXe siècle, on va dire. Elle peut être mise à mal par les contraintes de la vie moderne, mais en même temps, elle peut tout à fait continuer dans des contextes très spécifiques. Je pense en particulier à cette vidéo que les spectateurs ont certainement vue, je pense cette année, où deux voyageuses françaises, deux youtubeuses, étaient dans le Haut Atlas central et à leur réveil, elles ont passé la nuit dans leur véhicule et à leur réveil, elles ont vu un transhumant transportant des provisions sur un âne. Et quand ils sont allés lui poser la question, il leur a tendu un pain, khobza, un pain rond, et ils étaient complètement étonnés. Qu'au milieu de nulle part, quelqu'un qui semble être indigent, qui n'a pas beaucoup à donner, vous offre un pain alors que vous venez de vous réveiller au moment du petit déjeuner. Et donc c'était quelque chose de complètement improbable. Donc voilà, c'est une forme d'hospitalité qui découle de cette, qui continue encore aujourd'hui, et qui découle alors des réseaux sociaux et qui provient parfaitement de cette pratique millénaire que les Marocains ont connue. Donc il va certainement continuer sous ces formes-là, dans différents contextes, mais en même temps, dans certains milieux, en particulier le milieu urbain ou rurbain, il va peut-être prendre d'autres formes. Les gens ont maintenant besoin d'être informés, d'être alertés. Il semble avoir plus d'appréhension par rapport à l'invité qui arrive de manière inattendue, impromptue. On a tendance maintenant à préférer de plus en plus être informé, savoir quand est-ce qu'on va recevoir pour pouvoir se préparer. Donc il y a certainement des transformations que connaît l'hospitalité, mais je ne peux pas en dire plus parce que cela demande une recherche de type anthropologique ou sociologique
pour pouvoir voir clair dans les transformations que l'hospitalité est en train de subir dans la société marocaine. Mais ceci dit, il y a aussi une forme d'hospitalité qu'on peut appeler, hospitalité institutionnelle, puisque les pouvoirs publics, les organismes étatiques prennent le relais des individus pour recevoir les invités de marque. Par exemple, quand on reçoit un chef d'État ou quand on reçoit un premier ministre ou une délégation gouvernementale ou des gens qui viennent de la Banque mondiale ou de la FIFA ou d'autres personnalités, c'est l'État qui offre l'hospitalité. Donc il y a aussi cette forme institutionnalisée de l'hospitalité qui est très forte aujourd'hui, mais ce sont surtout les formes sociales, individuelles, communautaires qui sont en train de subir des transformations qui méritent d'être étudiées de très près. Alors, pour terminer, dernière question, on a parlé de l'hospitalité, mais il existe aussi l'inhospitalité. Absolument. Qu'est-ce que l'inhospitalité, s'il te plaît? Absolument. Alors, comme on a l'hospitalité, il y a aussi l'inhospitalité. C'est le fait simplement de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir recevoir. On peut être chez soi, quelqu'un sonne à la porte, on ne va pas ouvrir parce que on n'a pas envie de recevoir, on n'est pas prêt, on est un peu pris au dépourvu. Voilà. Donc, et dans l'article que tu as cité sur l'hospitalité berbère, je traite dans une des sections de cette question un monsieur qui arrive, qui est envoyé par sa communauté dans un village de la région, et lorsqu'il arrive, il frappe à la porte de son hôte, et celui-ci refuse de le recevoir, donc de descendre. On ne sait pas pour quelle raison. Et après, quand l'invité est allé à la mosquée, il a fait la prière avec tout le monde, et quelqu'un lui a dit, écoute, celui auquel tu as frappé à sa porte est chez lui, mais il ne voulait pas ouvrir et te recevoir. Et évidemment, c'est mal vu, c'est pas quelque chose dans lequel la communauté se reconnaît. Hein, le fait de ne pas recevoir, d'être sourd comme ça à la demande d'un invité. Ouais. Et donc, il va subir les critiques du reste de la communauté. Absolument. D'autant plus que très souvent, l'hospitalité est appuyée par toutes sortes d'arguments, en particulier religieux. Quand on revient par exemple au texte, quelle que soit la religion, monothéiste ou non, par exemple dans le bouddhisme, l'hospitalité est quasiment un devoir. Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, il est très valorisé, c'est une vertu. Donc en général, l'hospitalité, lorsqu'elle est invoquée, elle est appuyée par des arguments religieux, des arguments sociaux, des arguments moraux qui en font quasiment, si ce n'est pas un devoir, au moins une vertu à laquelle il faut essayer de tendre. Et donc les individus ne manquent pas de rappeler à celui qui est inhospitalier que c'est une erreur de ne pas s'inscrire dans ce devoir d'accueillir les hôtes de passage ou les invités de marque. Oui, c'est aussi appuyé par les conditions de vie de l'époque où le voyage était quand même quelque chose de dangereux, éprouvant, physiquement. On n'est pas en train de parler de gens qui sillonnent la montagne en 4x4 climatisés, avec des infrastructures, disons, moyennes ou faibles. Donc ça impose encore plus ce devoir, parce qu'il est presque une question, j'ai envie de dire, de vie ou de mort, quasiment. Absolument, surtout dans des contextes où il n'y a pas de structure d'accueil. Par exemple, on peut voir... Exactement. Là où il y a l'hospitalité, comme ces villages dont on a parlé, des régions oasiennes, il n'y a pas de caravansérail, il n'y a pas de lieu de restauration. Donc, celui qui peut recevoir l'hôte, c'est bien la communauté. Par contre, quand on passe dans un milieu urbain, citadin, même historique, par exemple, dans les médinas, il y a ce qu'on appelle les fondouks. Il y avait les fondouks dans lesquels les voyageurs pouvaient être hébergés contre paiement d'une redevance. Ils pouvaient aussi compter sur les gargotes et les restaurants dans lesquels ils peuvent manger ou ils peuvent préparer eux-mêmes leur nourriture qu'ils vont acheter au marché du coin. Donc, dans certains contextes, il y a des conditions d'accueil des visiteurs qui ne sont pas connues dans les lieux, et dans d'autres, lorsqu'il n'y en a pas, eh bien, c'est la communauté qui va prendre le relais pour recevoir les gens, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour eux de se nourrir
et d'être hébergés. Merci beaucoup, Si Ahmed. On est très heureux de t'avoir accueilli dans notre podcast. Et on remercie également les auditeurs qui accueillent notre podcast dans leurs oreilles. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau podcast. Merci beaucoup, Reda. Et merci aux auditeurs de Radio Ma'arif. Marhaba bik. On ne pouvait pas terminer avec une autre expression. Merci bien. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.